Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette deuxième partie qui est réalisée suite à la dernière vidéo. Là, on a abordé la spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire RMN. Donc sur la première partie, on a parlé surtout du principe général de la RMN. On a également vu la particularité des noyaux atomiques qui peuvent être étudiés par cette méthode. Et on a vu ensemble comment peut-on avoir le signal RMN qui nous permet de tirer la structure de notre molécule. Donc, si vous voulez regarder cette vidéo, vous avez qu'à cliquer sur ce lien. Je vous le laisse afficher tout en haut. Et donc, sur cette deuxième partie, on va voir ensemble les composantes de cet appareil RMN ou ce qu'on appelle le spectromètre RMN. Il s'agit bien d'un instrument de mesure et qui est construit jusqu'au jour-là par deux constructeurs mondiaux qui sont Bruker et Geol. Ce spectromètre RMN est principalement composé d'un aimant supraconducteur qui est extrêmement puissant pour pouvoir assurer un champ magnétique élevé, qui peut arriver jusqu'à plus de 22 Tesla, ce qui va permettre l'orientation des spins nucléaires des atomes que constitue l'échantillon. Voilà, donc ça on l'a déjà vu sur la première partie de notre vidéo, que vous pouvez toujours la regarder. Voilà, cet aimant supraconducteur est plongé dans de l'hélium liquide dans un vase doueur, qu'il s'agit d'un récipient qui est conçu pour fournir une très bonne isolation thermique. Et donc, afin de limiter que l'hélium s'évapore, le tout est plongé dans un deuxième vase doueur qui est plus grand et qui est rempli d'azote liquide que l'on rajoute environ chaque semaine. Ensuite, la deuxième composante du spectromètre RMN est la sonde. La sonde, qu'il s'agit d'un tube métallique d'environ 60 cm et qui est constitué de bobines radiofréquences. Ces bobines radiofréquences servent dans un premier temps à exciter les spins des atomes que constitue l'échantillon et dans un deuxième temps, elles servent à détecter le signal RMN. Voilà, donc une fois on insère notre échantillon dans l'appareil, il va traverser dans un premier temps l'aimant supraconducteur. Donc c'est là où le champ magnétique va orienter les spins des atomes que constitue l'échantillon et va par la suite se positionner dans la sonde. C'est là où l'excitation radiofréquence va se mettre en place. Cette sonde est liée via ces différents canaux à un préamplificateur qui est généralement posé juste à côté du spectromètre RMN. Alors pourquoi ce préamplificateur? En fait, parce qu'il va jouer le rôle d'intermédiaire entre le spectromètre RMN et l'armoire électronique, ou ce qu'on appelle la console. La console qui présente un élément indispensable pour le fonctionnement du spectromètre RMN. Il s'agit d'une armoire métallique qui contient toute l'électronique permettant de contrôler la sonde. Tout ce qui est excitation, détection, etc. Cette console doit être placée loin du spectromètre RMN pour pouvoir respecter la ligne des 5 Gauss. Alors, qu'est-ce que c'est que la ligne des 5 Gauss? En fait, c'est la ligne qui est reconnue comme la limite de sûreté qui est en deçà de laquelle on ne peut pas approcher des matériaux ferromagnétiques qui peuvent être attirés par l'aimant supraconducteur. Et donc, c'est pour cette raison qu'on est obligé de placer le préamplificateur entre le spectromètre RMN et l'armoire électronique. Justement, pour éviter toute perte de signal et également pour éviter l'accumulation des parasites. Ensuite, cette armoire électronique va être liée à un ordinateur via une connexion Ethernet. Et donc, à partir de cet ordinateur, on pourrait contrôler l'armoire électronique en lui envoyant des commandes pour contrôler l'aimantation du noyau choisi. Ensuite, l'armoire électronique va envoyer le rayonnement radiofréquence vers la sonde pour exciter l'échantillon. Et la sonde va réceptionner le signal émis par les noyaux atomiques qui constituent l'échantillon et va les transférer à la console, puis récupéré par l'ordinateur, là où le traitement du signal va être réalisé à l'aide des logiciels bien définis. Voilà donc en bref de quoi on a besoin pour pouvoir installer un spectromètre RMN, qui reste quand même quelque chose qui n'est pas facile, parce que tout simplement c'est un instrument qui coûte énormément cher, donc plusieurs centaines de milliers d'euros. S'ajoute à cela les frais de la mise en conformité de la salle dans laquelle le spectromètre RMN va être installé, donc tout ce qui est sol, air climatisé, etc. Voilà, donc j'espère avoir pu vous donner une idée sur les différentes composantes du spectromètre RMN sur cette deuxième partie. Et il y aura d'autres parties ou d'autres vidéos. Là, on va parler du traitement du signal, d'interprétation des spectres RMN, etc.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou sur ma page Facebook Chemistry World. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.